Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire entre Enerfip et Hummingbirds. On est absolument ravis de vous accueillir tous. Vous êtes déjà nombreux, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On sent que c'est un projet qui vous intéresse. Et donc, on va pouvoir, pendant ce webinaire, vous parler du projet BISAP, qui est un projet très très original, quelque chose qu'on n'a jamais proposé chez Enerfip. On avait envie de faire ce webinaire pour rentrer bien dans le détail et pour que vous ayez une vision très clair de ce que c'était. Et puis, du coup, c'est un webinaire où vous pouvez poser des questions. Donc, je vais vous expliquer en 2 mots comment ça se passe, en attendant les derniers retardataires, parce qu'il y en a toujours. En résumé, on sera plusieurs, on va vous présenter ce projet, mais la particularité, c'est qu'on ne vous voit pas et qu'on ne vous entend pas. Donc, c'est très, très spécial pour nous parce qu'on s'adresse à une audience relativement nombreuse, mais on n'a pas de regard, on ne sait pas voilà, qui vous êtes. On voit juste vos prénoms. Donc, on va vous parler et puis vous allez pouvoir réagir à ce qu'on dit via l'onglet questions qui est sur la droite de votre écran. Bonsoir Sylvain, d'ailleurs, merci de la prise de parole, c'est un très bon exemple. Donc, sur la droite de votre écran, vous pouvez poser des questions à l'écrit et vous pouvez voter pour ces questions. Vous avez une petite flèche noire là sur la gauche de la question. Et si tout le monde vote, et ben, la question remonte et ça nous permet, s'il y a beaucoup, beaucoup de questions, de faire le tri dans les questions qui vous intéressent le plus. Et ça vous permet aussi de ne pas poser 3 fois une question qui a déjà été posée. Juste en votant, ben, vous la faites remonter, vous vous assurez qu'on y répondra. Voilà. Donc nous, on vous voit pas, on vous entend pas. Vous, théoriquement, vous nous voyez, vous nous entendez plutôt pas mal. On a fait des tests micro, ça devrait bien fonctionner. Et sur la droite, vous posez vos questions à l'écrit. Ce qui fait que nous, on aura toujours un œil sur ces questions. Quand elles sont bien dans le sujet, dans ce qu'on parle, on essaiera d'y répondre en direct. Et puis, si c'est un peu hors sujet ou qu'on va le traiter plus tard, ben, on y reviendra parce qu'à la fin de la séance, il y aura un moment de questions-réponses. Voilà. Donc, le nombre de participants est en train de gonfler un peu. Ce que je vous propose, c'est d'attendre 2 minutes. Bon, normalement, il y a le quart d'heure montpelliérain. Nous, on est à Montpellier. On va pas. Et là, ça fait un peu long, un quart d'heure, mais au moins juste le temps que les derniers se connectent. Puis les autres prendront la chose en route. Hein. Et donc, l'objectif, c'est de parler du projet BISAP. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la page projet qui est sur notre site, enerfip.eu. Vous avez une page projet qui vous explique déjà pas mal de choses. Et vous avez en particulier l'analyse d'Enerfip à télécharger. Alors ça, ce n'est visible que si vous êtes déjà connecté. Et vous allez pouvoir, dans cette analyse, voir tout le point de vue d'Enerfip et tout le travail qu'on a effectué pour s'assurer de la fiabilité de ce projet. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour la consulter. Et oui, Sylvain, il y aura bien un replay. Vous allez à la fois le recevoir par mail, normalement, à la fin. Je pense que c'est un peu automatique. Et puis, on le mettra sur la page projet pour que tout le monde y ait accès. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais vous présenter un peu qui est avec moi ce soir. Ça va vous donner une idée de ce dont on va parler. Alors, déjà, je vous présente Anaïs. Anaïs est la directrice générale d'Hummingbird. Salut Anaïs. Bonjour à tous. Et puis, je vous présente aussi Victoria, qui est la directrice du projet BISAP. Donc, il y a plein de choses à nous montrer. Ça fait pas mal d'années qu'elle travaille dessus. Je pense que tu es contente de le présenter. Enfin. Et puis, enfin, c'est ça. Et puis, nous avions Eliud ici aussi, qui s'occupe du projet chez Enerfip et qui est notre analyste. Alors, il est top, Eliud, parce que du coup, il a potassé le projet dans le détail et pour tous les habitués d'Enerfip, il pourra vraiment répondre à vos questions sur. C'est lui qui a rédigé l'analyse et qui a pu consulter tout ça. Et puis moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable des investisseurs chez Enerfip et donc de la distribution des projets. Et donc, voilà, je m'appelle Pauline, tout simplement. Donc, je refais un récapitulatif pour les derniers arrivés. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Le meilleur moyen de vous adresser à nous, c'est sur la droite, l'onglet questions.
Vous allez pouvoir rédiger des questions et vous allez pouvoir également voter pour ces questions, ce qui va nous permettre de faire le tri quand il y en aura. Voilà, donc bonsoir Jean-Michel, bonsoir Santiago. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions et nous, on les insérera soit à la présentation si elles sont vraiment dans le sujet sur le moment, soit on y répondra un peu plus tard parce qu'il y a une session de questions-réponses à la fin. Voilà. OK? Eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, on commence. Théoriquement, on a prévu 1 heure. C'est possible que ce soit un petit peu moins. Ça dépendra évidemment du nombre de questions que vous avez. Allez, c'est parti. Anaïs, je te laisse nous présenter Hummingbirds. Super, merci beaucoup Pauline. Bonjour à tous. Donc moi c'est Anaïs Bach, je suis la cofondatrice et directrice générale de Hummingbirds. Hummingbirds, c'est un développeur de projets carbone principalement français depuis 2022. On a créé cette société pour vraiment essayer de développer plus de projets et essayer d'être plus agile sur le terrain pour arriver à dérisquer des projets et faire toute la partie un petit peu montage de dossier qui est une partie assez critique et complexe à faire depuis on va dire des sociétés qui sont pas spécialisées. Donc chez Hummingbirds, on a 7 bureaux. Et on est 25 personnes, on a une dizaine de nationalités. Et donc, sur les 25, on est moitié sur les bureaux internationaux et puis moitié sur l'Europe, donc Paris-Madrid, où on a notamment les fonctions support. On a les fonctions carbone et les ingénieurs forestiers. On a les fonctions impact, biodiversité, la finance, la partie juridique et l'encadrement aussi qui est plutôt à Paris. Donc, sur les bureaux, on a notamment à Abidjan, on a aujourd'hui 2 personnes. Et donc, le projet du Bénin, il est piloté depuis Abidjan. Hummingbird, ça a été cofondé par Damien Ricordo et moi-même, avec une complémentarité entre un profil plutôt entrepreneur financier et puis sur un parcours plutôt ENR depuis 15 ans pour Damien, et moi plutôt un profil très opérationnel, ayant fait 15 ans dans un gros corporate français, une grosse société française dans l'énergie, et donc avec cette combinaison de essayer de reproduire un petit peu la structuration qu'on peut avoir et qu'on a pu voir sur ces 10 dernières années sur les énergies renouvelables qui ont pris un envol extraordinaire, et répliquer cela pour les projets que l'on fait nous, qui sont plutôt sur du capital naturel. Donc, c'est les projets de solutions fondées sur la nature. Depuis donc 2 ans et demi d'activité, on a aujourd'hui 19 projets. Ces 19 projets, ça représente déjà on s'était fixé des objectifs pour 2025. Donc sur ces projets-là, on a déjà 233 espèces qui sont protégées. Donc c'est des espèces qui sont en voie de disparition ou en danger sur la liste de l'ICN. On a 835 000 hectares de protection et de plantation, en combiné. On a 50 millions de tonnes de CO2 quand on cumule tous nos projets qu'on a en développement et sur leur durée de vie. Et puis, on a 864 000 personnes qui vont être impactées positivement dans leur quotidien. Voilà, donc ça, c'est à peu près où on en est sur nos objectifs. Et donc, Hummingbird, j'en ai parlé un petit peu. Ce qu'on fait, donc on est vraiment sur la partie développement. On source des projets sur le terrain, on trouve les bons acteurs et on les accompagne pour ensuite arriver à un projet dont l'étude est bouclée et où on peut commencer vraiment les activités, le déploiement et soit les plantations, soit dans le cas d'aujourd'hui, le déploiement des fours. Donc, on va acheter les fours et démarrer le projet. On travaille sur 4 grandes verticales d'investissement, on va dire, sur thématiques. La première, qui est la principale, ce sont les forêts tropicales, mais pas que. On travaille beaucoup sur la forêt. On travaille aussi en Europe maintenant. On travaille aussi sur l'agriculture et l'agroforesterie. Donc là, c'est plutôt sur les systèmes de production durable. Et on travaille sur les mangroves, les zones humides, tourbières. Et notre dernier volet, qui est un volet finalement aussi très important, c'est les foyers de cuisson améliorés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on plante, nous, on voit qu'il y a énormément ensuite déforestation et dégradation pour juste l'usage du bois pour de la cuisson. Donc, en fait, en faisant ces projets de cuisson, on réduit beaucoup la pression sur la forêt. Donc, pour nous, c'est vraiment cohérent avec notre cœur d'activité. Et en plus, il y a plein d'autres co-bénéfices dont Victoria vous détaillera, mais il y a beaucoup d'aspects santé aussi qui sont vraiment importants sur cette typologie de projet.
Et enfin, donc le marché du carbone, qui peut faire un peu peur aussi par moment. Ce qu'il faut, dans les grandes lignes, comprendre, c'est qu'en fait, le marché, il y a un marché qui est réglementaire, régulé, avec des lois, un système européen et des quotas. On n'est pas sur ce marché-là. Et il y a un système volontaire sur lequel nous, on travaille. Et donc là, en fait, on s'adresse à des entreprises ou des particuliers qui ont envie de faire une contribution ou une compensation volontaire. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils ont décidé d'une stratégie climat avec de la réduction de leurs émissions et pour une partie de la compensation. Donc, on est bien sur ce marché-là. Et pour répondre un petit peu aux attaques, notamment sur la compensation carbone, il est assez clair dans les études scientifiques qu'aujourd'hui, on ne peut pas compenser tout ce qui est émis en excès. Donc, ça doit forcément être combiné avec des efforts d'évitement et de réduction. Et même à hauteur vraiment élevée, pour avoir une trajectoire crédible, il faut arriver à réduire de 75 à 90% ses émissions. Voilà. Donc, juste pour mettre un peu dans le contexte et expliquer qu'en fait, pour nous, la finance carbone, c'est vraiment un outil pour arriver à financer ces projets sur le terrain et que du coup, ça s'inscrit dans une démarche globale d'une stratégie climat avec de la réduction et à la fin de la compensation. Ça permet aussi à des particuliers d'acheter des crédits s'ils veulent faire de la compensation de certaines émissions qu'ils n'arrivent pas à réduire. Voilà. C'est très clair. Est-ce que certaines personnes ont des questions sur le sujet? Parce que n'hésitez surtout pas, ces stratégies carbone, c'est quand même des sujets qui sont intenses, qui sont complexes. Et Anaïs est une star là-dedans, elle peut tout expliquer. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Et Rodolphe, j'espère que mon micro c'est mieux là. Pardon si ça faisait du bruit. Voilà. Bon, vas-y Victoria, je t'en prie, pardon de t'avoir. Pas de souci. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Victoria Labourdette. Je travaille comme directrice de projet chez Hummingbird depuis sa genèse. Et donc, je supervise depuis Paris le portefeuille de le développement de notre portefeuille en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest. D'où ce projet. Donc, je travaille en collaboration avec nos collègues basés à Abidjan. C'est un des premiers projets sur lequel on a commencé à travailler il y a 2 ans et demi maintenant. Et l'objectif de ce projet est de distribuer un peu plus de 150 000 fours de cuisson améliorés à des ménages et des familles donc, au Bénin. On se concentre essentiellement sur des populations rurales. Donc, on a sélectionné 5 départements différents au Bénin, que vous pouvez voir sur la carte. Pourquoi ces départements? Ce sont tout simplement ceux qui sont économiquement les moins développés et où, du coup, on rencontre la plus grande concentration de ménages qui utilisent les méthodes traditionnelles de cuisson. C'est ce qu'on appelle le foyer 3 pierres. Vous en avez une image au bas de la slide. C'est une méthode qui est très classique, tout simplement 3 pierres avec du feu en dessous. Donc, c'est un foyer à combustion qui est ouvert. Et il y a d'énormes déperditions de chaleur. Il y a d'énormes déperditions énergétiques. Et donc, il y a un besoin gargantuesque ou phénoménal plutôt de bois pour pouvoir cuisiner. Et donc, on a commencé ce projet avec un partenaire qui s'appelle S2 Service. On est en train d'incorporer une filiale au Bénin pour développer le projet spécifiquement BICAP. S2 Service, c'est un partenaire basé au Cameroun qui travaille sur des thématiques environnementales et notamment le marché carbone et petit à petit les solutions fondées sur la nature ainsi que ces problématiques d'amélioration des méthodes traditionnelles de cuisson. Anaïs le disait, ce projet s'ancre dans le marché volontaire du carbone qui est structuré via des grands standards internationaux. Et donc, nous, on a décidé de travailler pour ce projet avec un standard qui est une ONG suisse qui s'appelle Gold Standard et qui nous donne un petit peu les règles du jeu de comment développer, comptabiliser et suivre les impacts du projet sur le terrain pour, in fine, valoriser les émissions évitées en crédit carbone. Et donc, en suivant ces règles, on estime que sur la durée du projet, donc 10 ans, il commencera en octobre 2024, donc ça ira jusqu'à au moins octobre 2034, on va permettre d'éviter l'émission de 2,5 millions de tonnes de CO2 vers l'atmosphère. Ok, c'est parfait. Donc, vous êtes aidé par Gold Standard et vous allez travailler avec S2, c'est ça? Exactement. Okay. Et donc, l'objectif de ce projet est triple. Donc, déjà, il y a un impact social et économique extrêmement fort. Comme je le disais, les femmes au Bénin, pendant la saison des pluies, peuvent passer plus de 10 heures par semaine pour aller chercher du bois
Ils peuvent dépenser plus de 50% de leurs revenus à l'achat du bois quand le bois n'est pas disponible. Et donc, de permettre de réduire cette consommation du bois, leur libère du temps d'une part et des revenus d'autre part, de manière assez conséquente. Et donc, on espère impacter au moins 150 000 ménages directement, ce qui fait près d'1 million de personnes, si on compte toutes les personnes qui composent une famille, impactées indirectement par ce projet-là. Et presque 500 emplois créés, ce qui est assez phénoménal. Le projet s'étend quand même sur un territoire assez vaste. L'idée n'étant absolument pas de distribuer un foyer amélioré et de revenir que 10 ans plus tard. C'est un projet qui nécessite des audits permanents. On aura des audits annuels. On a beaucoup d'applications pour faire le suivi du projet, pour récupérer aussi les retours des utilisatrices pour voir comment on peut améliorer le projet, comment on peut améliorer la sensibilisation pour avoir un projet tout simplement le plus performant possible. Et on compte notamment... Il y a une question, Victoria, sur est-ce qu'il y a un volet formation? Donc, je crois que c'est en plein dedans, si tu veux s'y compléter. Absolument. Toutes les utilisatrices, en fait, avant de recevoir un foyer, reçoivent une formation. Donc, on ira village par village pour éviter quand même de démultiplier trop les efforts et pour grouper les femmes, pour leur apprendre à utiliser au mieux ces foyers, ces fours de cuisson. Un des impacts qui est très fort aussi et ce qu'on veut mettre en avant pendant ces sessions de formation, c'est la santé et l'hygiène. Le fait d'avoir un foyer avec une combustion qui n'est pas en plein air et qui améliore un peu les flux d'oxygène, ça permet de limiter énormément la production de fumée. Et on le voit très bien, les femmes, quand elles cuisent à l'intérieur, en plus des risques d'incendie et de brûlure, il y a énormément de fumée qui sont à l'origine de pathologies de dermatite, tout simplement, et de pathologies respiratoires. Donc, de réduire ça, c'est un impact sur la santé qui est assez phénoménal et reconnu notamment par les standards de certification carbone. Donc, certes, c'est un projet où on met un petit peu l'étiquette carbone dessus. Ça a un impact climatique très fort avec l'évitement de ces émissions, mais c'est aussi le volet social, économique et santé qui est particulièrement développé. Ok, ben ça c'est très intéressant, je te remercie. Il y a plein de questions très intéressantes aussi. D'abord, est-ce que les foyers ont été pré-testés? C'est Sylvain qui demande ça. Voilà. On y arrive pas. On dirait qu'on c'est une pièce de théâtre répétée. Ah, c'est parfait. Merci Sylvain, franchement, bravo pour la transition. En fait, en effet, on a passé plus de 3 mois à regarder quel foyer on allait utiliser parce que c'est très important pour nous qu'il soit adopté par les femmes. Même si nous, on aime un foyer, par exemple, si in fine, les femmes l'utilisent une semaine et l'abandonnent sur les 10 ans du projet, on ne va pas avoir l'impact qu'on espère avoir. Et donc, on s'est orienté vers un foyer qui est produit par une entreprise africaine qui s'appelle Burn, qui existe depuis 15 ans maintenant. Ils étaient basés au Kenya et ils viennent d'ouvrir une ligne de production au Nigeria pour justement attaquer ce marché de l'Afrique de l'Ouest qu'ils avaient un peu plus de mal à atteindre. Et le foyer qu'on a utilisé, donc, qui s'appelle Ecoa Wood Stove de son petit nom, est le fruit de 10 ans de R&D et de boucles itératives avec les utilisatrices. Et oui, je dis utilisatrices parce que de manière très pragmatique, ce sont plutôt les femmes, on l'a vu notamment au Bénin, qui sont en charge des tâches d'aller récupérer le bois et de faire la cuisine. Donc, il y a eu 10 ans d'itération avec les utilisatrices pour avoir l'outil le plus adapté à leurs besoins. Ça veut dire qu'il faut quelque chose de robuste, qui peut être déplacé à l'intérieur, à l'extérieur pour s'adapter aux saisons et aux manières de cuisiner. Donc, on est souvent sur des familles qui sont assez grandes, donc des casseroles qui sont très grandes aussi, des aliments qui sont cuisinés pendant longtemps et disons, touillés de manière très énergique. Donc, en fait, il y a eu énormément de tests pour avoir un outil qui soit compact, très solide, quand même suffisamment léger et robuste avec un bon ancrage au sol pour qu'il n'y ait pas toute la marmite qui puisse se renverser. Donc oui, ils ont été testés et nous, là, ça fait déjà 3 mois maintenant qu'il y a plus de 100 foyers qui sont sur le terrain, ce qui nous a permis de faire les tests pour avoir une idée réelle de l'économie de bois, tout simplement déjà, et pas uniquement se baser sur des tests en laboratoire, et avoir le retour des utilisatrices sur comment elles se sont habituées, parce que finalement, en général, on utilise des bouts de bois qui sont un petit peu plus petits que ce qu'elles peuvent aller chercher. Donc, la première période d'adaptation et d'acclimatation n'est pas toujours évidente, ce qui nous amène aussi à nous dire qu'on fera peut-être 2 ou 3 séances de formation
la première à la distribution, une autre peut-être 1 ou 2 mois plus tard et une autre 1 an après, pour s'assurer que c'est bien ancré et qu'il y a une évolution des méthodes de cuisson. Super. Et ces foyers, vous les vendez, vous les prêtez ou vous les louez? Merci Jean-Michel pour la question. C'est une excellente question sur laquelle on s'est trituré les ménages un bon moment. Et il y a vraiment, il y a plusieurs écoles et il y a des avantages et des bénéfices aux différentes solutions. On va travailler là avec des populations qui sont vraiment rurales, donc 90% vivent sous le seuil de pauvreté extrême. Donc dans tous les cas, qui ne pourraient pas assumer le prix complet du foyer. Donc c'est là qu'intervient la finance carbone, c'est la subvention de ces foyers grâce à la production des crédits carbone et à leur vente sur commercialisation sur le marché international qui nous permet, nous, d'acheter, puis ensuite de distribuer à un prix subventionné, voire gratuit. Pour l'instant, on a décidé de les distribuer de manière gratuite pour pas qu'on ait un frein au déploiement, parce qu'on change quand même, mine de rien, les méthodes, les us et coutumes des populations. Et donc, on ne veut pas avoir ensuite, en plus, un frein économique à ce déploiement. Néanmoins, on l'envisage dans le futur. Pourquoi pas, si on voit qu'il y a vraiment une très forte acceptation du projet, mais que pas forcément sur la durée, d'imaginer un prix d'entrée qui soit à nouveau très fortement subventionné, mais pour encourager le sentiment un petit peu d'appartenance au projet ou l'effort mis pour pouvoir rentrer dans le projet. Parfait. C'est très très clair. J'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas à poser une question. Juste un petit élément que je voulais compléter, parce que je pense que c'est important. Le vrai enjeu sur ces projets-là, c'est 150 000 fours, donc c'est beaucoup. Donc c'est la logistique et le suivi. Et donc ce qui est important, c'est que tous ces foyers, ils sont numérotés, ils ont un numéro d'identification unique, et que pour 10% d'entre eux, on a une sonde qui permet de monitorer l'utilisation. Donc, on fait après de l'échantillonnage parce que en fait, on a eu dans le passé des projets qui n'ont pas fonctionné ou parce que les projets de four comme ça qu'on appelle cook stove, ces projets de foyer existent depuis plus de 25 ans dans le monde. Donc, on a quand même du retour d'expérience. Ceux qui n'ont pas fonctionné, c'est souvent parce que c'était déployé avec peu de formation, peu de suivi. Les gens revenaient pas et finalement les fours étaient abandonnés, n'étaient pas adaptés et derrière le suivi était mal fait. Donc, on a vraiment dans le design de notre projet, incorporer tout ça. Et donc, on a ces notamment sondes aussi qui permettent d'avoir un suivi d'utilisation sur un échantillonnage, mais qui permet de substancier vraiment le calcul de l'économie de bois et donc de carbone. Voilà. Très clair. Éventuellement, un mot sur nos partenaires, sans lesquels eh bien, on n'aurait pas pu développer ce projet. Donc, je voulais mentionner S2 Service, il y a un cabinet à la base d'études environnementales qui a été créé et installé au Cameroun il y a plus de 15 ans maintenant, et qui en fait a fait un bon bout de chemin et a beaucoup évolué dans le périmètre des projets sur lesquels il travaille, en intégrant notamment toute cette dimension carbone. Et donc, c'est là où on a une très bonne relation avec eux, puisqu'ils ont à la fois le côté opérationnel, le côté qui est, mine de rien, à ne pas sous-estimer le côté culturel, ainsi que la partie réellement certification carbone et toutes les exigences qui s'en suivent. Donc, on a déjà la filiale, donc l'opérateur qui est incorporé au Bénin, et donc une équipe qui est en train de se monter. On a déjà 5 personnes aujourd'hui. L'idée étant qu'au début du projet, on puisse démarrer directement avec une quinzaine de personnes et ensuite qui iront en allant former les autres personnes sur le terrain pour avoir vraiment des intervenants depuis le siège qui sera non pas dans la capitale, mais au nord du pays, au plus proche, mine de rien, de la zone d'intervention du projet, jusqu'au vraiment avoir des relais et des ambassadeurs locaux dans les villages pour recueillir les retours et les complaintes éventuellement des utilisateurs, utilisatrices en temps presque réel et les faire remonter pour qu'on puisse adapter le projet. Ok.
Et donc, je reprends la main juste pour vous donner un peu plus aussi de substance sur le montage donc de ce financement. Donc, le financement d'Enerfip, il intervient sur la société HB Asset Co Cookstove qu'on voit en pointillé au milieu de la slide. En fait, on a une chaîne de détention directe depuis Hummingbirds. C'est juste qu'on organise aussi nos projets avec des véhicules dédiés. Donc, on incorpore une société à chaque fois qu'on fait un investissement. Et donc, HB Asset Co, c'est là où on fait nos investissements sur cette typologie de projet. Et donc, d'ailleurs, il manque un petit trait, mais on a une détention aussi de S2 Clean Cooking, qui est donc la filiale au Bénin qui déploie le projet. Aujourd'hui, on est actionnaire majoritaire de cette société. Et donc, on va pouvoir financer depuis donc avec la levée Enerfip ce projet sur S2 Clean Cooking. Donc, on a toute la partie haute qui est en France, la partie basse qui est au Bénin. Et donc, sur les grands principes de comment est-ce que on va déployer la levée Enerfip. Donc, comme on le disait précédemment, depuis 2 ans et demi, on travaille sur le projet. Hummingbirds a financé toute la faisabilité en propre. Donc, on a dépensé près de 400 000 €. Aujourd'hui, cette levée de 1,5 million, elle est destinée à financer les 12 premiers mois de déploiement du projet. Donc, les recrutements, les salaires, le staff, donc les ressources humaines du projet. L'achat, bien sûr, des premiers foyers. Donc, 20 000 foyers vont être achetés. Et ensuite, donc, la mise en place aussi de toute la certification qui est nécessaire. Donc, voilà, en fait, on finance les coûts de la première année avec ce 1,5 million. Le projet au global, c'est plus. On est autour de 7 millions. Donc, nous, c'est pour ça que pour le refinancement, on a donc des solutions sous les 2 ans, parce qu'on est sur une maturité à 2 ans sur cette levée, pour du coup à la fois rembourser celle-là et financer la suite du projet. Donc, on a au niveau de Hummingbirds la levée, une grosse levée de fonds en cours, dont le projet BISAP fait partie. C'est une levée d'une plateforme multi-projet qu'on aimerait clôturer l'année prochaine et qui est bien avancée. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une solution de financement temporaire via des obligations, donc via le crowdfunding d'Enerfip, pour que ce qu'on voulait pas, c'était arrêter BISAP, attendre l'année prochaine et le relancer. C'est vrai que quand on a fait toutes les consultations sur place, qu'on voit que les équipes sont vraiment motivées, et voilà, les populations sont en attente, c'est difficile de leur dire bon bah maintenant qu'on a fini l'étude et que ça va marcher, on va chercher l'argent, on reviendra l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que nous on s'est dit que c'était vraiment adapté de faire un partenariat avec Enerfip sur ce projet, parce que ça nous permet de pas perdre cette année et en même temps du coup de pouvoir déployer, de pouvoir aussi offrir à des particuliers l'opportunité d'investir sur ce type de projet qui font beaucoup de sens pour le climat, mais pas que, parce que c'est vrai que c'est aussi un énorme levier pour la santé et pour l'émancipation des femmes au Bénin. C'est vrai que c'est pas restreint que aux femmes, mais bon, il se trouve que ça sera ouvert à tous les foyers, mais concrètement, ça sera quand même 99% de femmes. Et donc notre stratégie principale de remboursement des obligations, c'est bien cette levée de fonds, mais on a aussi par ailleurs la possibilité d'effectuer des ventes de crédit carbone qui peuvent en rembourser les obligations. On a aujourd'hui déjà fait 2 ventes sur ce projet, donc c'est des ventes de crédits futurs qui vont être livrées en 2026, mais voilà, on a déjà sécurisé 120 000 € à peu près en valeur pour ces 2 ventes de crédit. Et on vous a mis le plan d'affaires, donc comme on le disait, vous aurez accès à l'ensemble de la documentation, donc je pense qu'on va peut-être pas détailler dans l'analyse et dans la documentation sur la page projet de BISAP sur notre site, vous aurez beaucoup d'informations. Avant de passer à la collecte, je propose de répondre à Gaël et Rodolphe qui ont 2 questions qui sont quand même très pertinentes. Les tensions au nord du pays, on sait bien qu'elles y sont. Est-ce qu'elles, voilà, j'imagine que vous y avez pensé. Comment ça se passe? Absolument. Et en fait, dans la carte qu'on vous a présentée, donc en effet, ce qui nous a fait choisir les 5 départements, d'une part, c'est la concentration et le marché qu'on avait, mine de rien, pour la distribution de ces foyers, mais d'autre part, éviter les zones dangereuses. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas complètement au nord. On ne sera pas non plus dans les communes qui sont frontalières. Et nous, il se trouve qu'on va régulièrement sur le terrain pour suivre les performances de nos projets et que nous n'enverrons jamais aucun collaborateur dans des zones dangereuses. Donc, on se calque sur les cartes de diplomatie.gouv
pour éviter ces écueils-là. Qui sont toujours très inquiétantes. Et sur les risques de corruption, on peut peut-être le traiter avec l'ensemble des risques, parce que c'est vrai que du coup, il y a une slide, enfin il y a plusieurs slides qui décrivent l'ensemble des risques dont celui-ci fait partie. En effet. On fera ça tout à l'heure, alors ça marche. Parlons de la levée de fonds. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques nouveaux arrivants sur Enerfip, je vous rappelle que donc Enerfip, c'est une société qui fait du financement participatif et qui permet donc aux particuliers ou aux entreprises de placer leur épargne dans des projets de transition énergétique de leur choix. D'accord. Donc vous allez, quand vous êtes sur le site, vous allez pouvoir trouver tout un tas de projets différents et avec une grande variation. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Sous différentes formes. Alors, ça peut être des obligations, des actions, sous différents taux, de différentes durées. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un projet sous forme d'obligation simple. Donc, c'est un prêt que vous faites au projet pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce terme. Une obligation simple, c'est quelque chose d'extrêmement lisible. Vous faites un prêt au projet et le projet s'engage à vous rembourser votre capital à une certaine date et vos intérêts à une certaine date. Et donc, vous savez pertinemment quand vous prêtez votre argent, à quel moment vous allez récupérer quelle somme précisément d'intérêt et à quel moment vous récupérez votre capital. Là, en l'occurrence, les intérêts s'élèvent à 9,5% brut. Et la durée de l'obligation, comme le disait Anaïs, est de 2 ans, 24 mois. Donc, vous savez que vous bloquez vos fonds pendant 2 ans, vous récupérez votre capital à la fin, et les intérêts sont versés tous les ans. Donc, une première annuité dans 1 an et la deuxième en même temps que vous récupérez le capital. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement lisible, extrêmement simple. Quand vous allez aller sur la page du projet, vous allez également pouvoir avoir un tableau de simulation. Vous mettez le montant qui vous parle, qui vous intéresse, et vous allez valider et on vous dira quelle somme vous récupérez à quel moment. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, si jamais la levée de fonds dont parlait Anaïs se faisait plus vite que prévu et que donc il y avait un remboursement anticipé, si cette levée de fonds se fait, il est possible que Hummingbirds, avec ce nouvel actionnaire, décide de vous rembourser plus tôt. Eh bien, vous aurez une majoration du taux si c'est fait avant le premier anniversaire. D'accord, de 1%. Donc, tout ça, c'est assez simple. C'est sur une période très courte. 2 ans pour un placement, c'est très court et c'est assez transparent. Voilà. Maintenant, on ne parle pas d'un projet photovoltaïque déjà construit avec un tarif d'achat garanti sur 20 ans par l'État français. Hein. Donc, c'est un peu plus risqué. C'est pour ça que vous avez une note qui est C-. Et puis, on a mis en place, du coup, une sûreté qui est un nantissement des titres de l'émetteur. Donc, l'émetteur, Anaïs vous le montrait tout à l'heure, hein, c'est HB-A7 Cookstove, ça, c'est l'émetteur. Et donc, vous avez un nantissement des titres. Ce qui fait que si jamais il y avait un souci, vous deviendriez propriétaire de cette société-là. Voilà. On va parler des risques en détail parce qu'évidemment, c'est une question importante, mais voilà, ça vous donne une idée. Ensuite, il y a 1 500 000 € à collecter. Donc, dans un premier temps, on va collecter le plus possible pendant, je ne sais plus la durée, Eliud, c'est 1 mois peut-être la collecte, je sais plus. Oui, c'est ça? Jusqu'au 10 octobre. 12 octobre 10. 10, ok, donc ça fait 1 mois à peu près. Et donc, pendant ce premier mois, et si on n'arrive pas au 1,5 million, on pourra faire une deuxième collecte un peu plus tard. Comme ça nous arrive très souvent, hein, regardez sur la plateforme, on a souvent des tranches 2, parce que ça permet de varier et de pouvoir choisir plus de projets différents et de vous proposer plus de projets différents. Voilà, donc ça c'est les modalités de la levée de fonds, tout est expliqué sur la page du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et ensuite, on va parler risques, et c'est là qu'Eliud rentre en jeu. Oui, merci Pauline, bonsoir à tous.
Donc, bien évidemment, il s'agit ici d'une opportunité d'investissement qui porte des risques. Du coup, avec les équipes d'Hummingbirds, nous avons fait un travail d'identification de ces risques, de ces principaux risques, et que nous avons considéré nécessaire de porter à l'attention des investisseurs. Donc, il y a des risques ici qui sont assez généraux, notamment le risque des refinancements au niveau de la société émettrice, qui permettra du coup le remboursement des obligations, et des risques aussi plus spécifiques à la mise en place du projet au Bénin et qui peuvent donc impacter la capacité de refinancement de la société. Donc, ce que je propose, c'est que je présente rapidement la description de ces différents risques et que je donne ensuite la parole à Hummingbirds pour que Hummingbirds, donc Anaïs ou Victoria, puissent présenter les modalités de contrôle ou les modalités de maîtrise de ces différents risques pour essayer de les éviter de manière pertinente. Donc, le principal risque ici, donc, c'est au vu de la stratégie d'Hummingbirds, c'est le refinancement, puisque la stratégie de remboursement repose sur une autre levée de fonds qui aura lieu dans l'avenir, sur un véhicule du groupe Hummingbirds qui reprendra la ligne. Et du coup, le remboursement au niveau de la société émettrice se fera via la reprise de la ligne par ce véhicule. Donc, si ce véhicule n'arrive pas à lever les fonds nécessaires, on peut trouver un problème de remboursement au niveau de la société émettrice et donc un défaut. Il y a des risques aussi généraux au niveau du marché du crédit carbone, hein, et c'est un marché qui peut présenter une volatilité assez importante avec une courbe des prix qui est inconnue aujourd'hui. On peut faire des prévisions, mais on ne sait pas exactement à quel prix le crédit carbone va se trouver dans 2 ou 3 ans. Et du coup, cela présente un risque pour cette activité-là. Il y a bien sûr aussi des risques pays. Hein. On ne sait pas dans quelle mesure la situation au Bénin pourra se dégrader dans les prochaines années pour des conflits régionaux ou des conflits au niveau du gouvernement. Et c'est là où l'expertise d'Hummingbirds est un différentiel énorme, puisque Hummingbirds est très présent et il fait des études préalables très poussées sur la situation du pays et la stabilité. Ils vous présenteront cela un peu plus tard. Pauline, si tu avances à la prochaine slide, s'il te plaît. Il y a des risques aussi identifiés au niveau des partenaires avec qui Hummingbirds a souhaité travailler pour la mise en place de ces projets, donc S2 Services, et du coup de leur engagement sur le long terme dans ce projet et de leur fiabilité, bien sûr. Il y a aussi le risque de la certification de ces crédits carbone, puisqu'il y a tout un processus en fait des vérifications de la mise en place du projet et des émissions du coup qui sont évitées par ce projet. Il y a un choix aussi des standards. Donc ici, il s'agit du Gold Standard, qui est un standard très sérieux et très reconnu dans le marché. Mais on peut très bien imaginer une situation où il y a des critiques très fortes à l'égard de ce standard qui viennent du coup dégrader sa valeur dans le marché et sa fiabilité aux yeux de différents investisseurs dans ce marché-là. Donc, cela représente aussi un risque pour cette activité. Il y a un risque humain, donc au niveau de l'acceptabilité quelque part de ces fourneaux localement, de leur utilisation et de comment ces populations-là vont vraiment les utiliser. Il y a des risques politiques et juridiques locaux qui sont aussi très liés en fait au risque pays finalement et qui peuvent aussi finalement impacter la capacité d'Hummingbirds et de son partenaire S2 Services à envisager l'émission de crédit carbone dans ce projet. Voilà. Après, donc ça, c'est une description assez générale et c'est pour ça que nous avons fait ce travail avec Hummingbirds de les identifier et d'identifier également tout ce qui a été mis en place pour faire en sorte que ces risques soient maîtrisés et pour du coup pouvoir donner une certaine confiance aux investisseurs sur ce volet-là. Du coup, je laisse la parole à Victoria ou à Anaïs pour en parler peut-être. Je peux prendre, si tu veux, Anaïs, la première partie, éventuellement, où on parlait du risque de refinancement et du risque du marché du sous-jacent. En fait, donc Anaïs a expliqué la stratégie que nous avons sur le véhicule.
que nous voulons lever ou dont nous souhaitons approuver de base certains des projets vraiment fer de lance ou porte-drapeau que Hummingbirds a développé depuis le début et dont le projet BISAP fait partie de par l'exemplarité des co-bénéfices sociaux et des impacts sociaux que le projet va délivrer, notamment vis-à-vis de l'émancipation des femmes. Et en soutien à cette première stratégie, il y a la vente des crédits carbone futurs. Et donc ça vient également pallier un petit peu le risque sur la volatilité du prix du carbone, qui en effet, même si il n'existe pas de prix de marché fixé, il y a quand même pas mal de sources de données qui sont en train de se multiplier pour agréger justement les informations de marché sur les différentes typologies de crédits carbone, de projets, les dates d'émission aussi tout simplement des crédits carbone. Et donc, la stratégie que nous avons adoptée avec les 2 ventes, par exemple sécurité, ça nous permet de sécuriser un flux futur. Et donc, même si le prix du carbone à ce moment-là baisse un peu, on a quand même, mine de rien, ce coussin des ventes qu'on aura déjà sécurisées. Vis-à-vis du... Anaïs, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ces 2 points-là? Très bien. Vis-à-vis éventuellement du pays, le Bénin est connu en Afrique de l'Ouest pour être un des pays relativement stables et un des pays les plus stables, en effet, actuellement. Il faut aussi savoir que ça fait 2 ans maintenant que le Bénin s'intéresse à tout ce secteur du carbone et du marché volontaire du carbone. Ils ont mis en place l'autorité d'enregistrement des projets carbone en décembre 2022 qui décrit les processus pour enregistrer les projets pour que le pays puisse suivre également ce qui se passe sur son territoire et attester de la véracité des actions sur le terrain. Donc, nous sommes un des premiers projets à éprouver ce processus. On arrive à la fin, on a déjà eu une lettre de non-objection du gouvernement pour le déploiement de ce projet. Et là, pour être tout à fait honnête, il ne nous manque plus on attend la mise en place de la plateforme de paiement des frais d'enregistrement pour avoir l'approbation finale. Le pays a également signé des accords avec les grands standards de certification internationaux, notamment Gold Standard, pour avoir justement cet effet un peu miroir et la transparence de ce qui se passe vis-à-vis du pays sur le terrain et ce qui est enregistré auprès des standards internationaux. On prévoit également de laisser une contribution, évidemment, de l'impact que nous avons au pays. Donc, c'est sur les accords de Paris et les objectifs climatiques que les pays se sont donnés. On reconnaît qu'on contribue, et c'est là aussi où on veut un alignement avec le pays, aux efforts qui sont faits dans le pays, ne pas juste exporter en quelque sorte le service climatique qui est délivré par le projet. Et peut-être, Victoria, si je peux me permettre, ce point-là donc est détaillé dans le risque pays. Ça rejoint aussi le point d'avant, qui est que on a plutôt tendance à prendre des hypothèses très conservatrices parce que on préfère avoir des bonnes surprises que l'inverse. Donc en fait, on a essayé de, notamment ces 5% aujourd'hui, de les anticiper, mais ils sont pas encore réglementaires. Donc ça rejoint aussi peut-être la question sur la corruption. Le meilleur moyen de combattre la corruption, c'est d'avoir des plans d'affaires très détaillés, un suivi de toutes les dépenses et ensuite d'avoir, on utilise des applications pour justement pouvoir suivre le déploiement, localiser tous les fours et avoir des choses très très détaillées et précises pour que tous les flux monétaires soient bien tracés. Donc du coup, c'est à la fois, c'est une réponse opérationnelle au risque pays et au risque de corruption locale. Et c'est vrai que on en parle peut-être dans la slide d'après, mais nous on travaille depuis 2022 avec S2 Service, et ça c'est pour nous important parce que on a eu le temps de bien se connaître pendant tout ce temps-là, à se parler toutes les semaines, à faire des visites terrain, et donc aussi de vraiment attester de la qualité du partenaire. Et ça pour nous c'est vraiment différenciant. Le fait d'avoir développé tout le projet avec eux change quand même beaucoup. En tout cas, nous donne confiance, et on prend de toute façon, comme on l'avait signifié, on prend le contrôle de S2C2 en étant actionnaire majoritaire de la filiale qui déploie le projet au Bénin. Voilà. Donc ça, c'était pour adresser le risque partenaire. Le risque sur la certification carbone, je pense qu'on l'a un petit peu touché. En effet, Gold Standard, c'est un standard suisse qui a été, qui existe aussi depuis
une bonne dizaine d'années, qui vient à la base de WWF et qui est réputé et reconnu. Par ailleurs, pour un tout petit pendant avec ce que Victoria disait sur la contribution au pays, aujourd'hui, on voit qu'on a des premières transactions qui arrivent sur le marché avec des crédits carbone issus de projets, donc de fours de cuisson, qui sont éligibles pour les échanges entre les États. Donc, du coup, par exemple, on a des États assez avant-gardistes comme le Japon, on a la Suisse, on a Singapour, souvent des petits pays qui ont des fortes émissions, mais pas trop de terre et pas trop de forêt, qui vont être, eux, intéressés pour arriver à être dans leurs accords de Paris et ce qu'ils ont annoncé comme réduction ou comme contribution. Ils vont avoir besoin d'avoir un ajustement avec un pays du Sud où ils vont faire des transferts. Voilà. Donc ça, c'est pour nous clairement aussi quelque chose qu'on voit comme une possibilité de vraiment améliorer nos économies parce que du coup, si on rentre dans ce cadre-là, les prix sont bien plus élevés. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres que sur le marché volontaire. On est plutôt sur du 50 € la tonne versus 10 € sur le marché volontaire. Donc, ça crée aussi une demande pour beaucoup plus de qualité et ça permet de faire du coup des projets encore plus rigoureux dans leur suivi et dans l'investissement qu'on met dedans. Et on passe peut-être sur le dernier, parce que je vois que le temps file. Ouais. Victoria, sur peut-être l'activité humaine, donc l'adoption finalement du four. Oui, eh bien, l'adoption, ça passe par une présence continue et permanente sur le terrain des équipes de S2 Clean Cooking. Et donc, c'est un petit peu toute la chaîne de gouvernance que j'ai évoquée tout à l'heure, d'avoir évidemment un centre névralgique qui soit dans chacun des départements dans lesquels nous serons, et après d'avoir des ambassadeurs qui soient jusque dans le village avec un lien quotidien aux utilisatrices pour les former, pour pas qu'il y ait tout simplement un bourrage, par exemple, des foyers et qu'on n'ait pas un effet pervers de surconsommation du bois du fait d'une mauvaise utilisation. Donc, ça passe vraiment par cette présence, cette formation et autant que possible, récupérer le retour des femmes et écouter, des utilisateurs, utilisatrices pour pouvoir adapter la solution à leurs habitudes à eux. Très bien. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, Pauline, je pense que ça couvre aussi les derniers risques qu'on disait sur itinéraire technique. C'est toute la réflexion qu'on a mis dans le choix de l'outil et de l'équipement final qu'on a pu sélectionner. Peut-être juste pour illustrer ça, par exemple, l'alternative, c'est aussi des fours qui sont immobiles. Donc, on peut construire des fours avec des briques et ensuite, on peut plus les déplacer. Donc, c'est sûr qu'ils sont très solides, mais par contre, c'est pas forcément adapté à l'usage. Et donc, en fait, on a dû vraiment réaliser une étude de terrain avec poser des questions à l'ensemble des villageois pour savoir quelles étaient leurs pratiques. Est-ce qu'ils déplacent ou non et quel était le plus adapté pour eux parce que on peut avoir des fours en briques qui sont avec des performances similaires techniquement, mais par contre, on va pas forcément avoir la bonne adoption parce que dans certains endroits, il pleut beaucoup, donc il faut rentrer le four à l'intérieur. Enfin voilà, il y a plein de modalités qui font que le choix du four en lui-même nous a pris, je crois, même plutôt 6 mois parce que au-delà même du choix du four, il y a aussi l'approvisionnement. Donc c'est vrai que le fait que Burn installe sa ligne dans le pays frontalier juste à côté change beaucoup de choses parce que faire venir des stoves de Chine, ça faisait pas trop de sens pour nous, par exemple. Mais on l'a exploré. On a été même visiter une usine là-bas pour voir si on pouvait avoir une ligne d'assemblage. Finalement, c'est pas la solution retenue parce que ça rendait le stove beaucoup trop cher. Et donc, voilà. Enfin, tout ça pour aussi vous dire que ça a l'air simple, mais c'est vrai que c'est quand même long de monter un projet comme ça. Et donc, ça nous a pris presque 2 ans de faisabilité. Mais on a du coup quand même exploré pas mal de choses et on s'est posé toutes ces questions pour avoir le plus de robustesse possible aujourd'hui sur l'opération. Et pour répondre à ça, du coup, quelqu'un qui ne réside pas dans la zone peut en acheter, puisque Burn, c'est une société avec pignon sur rue, j'imagine. Eh bien, au Bénin, pas encore. Justement, on les aide à ouvrir ce marché. Donc, ils viennent de mettre en place cette ligne de production au Nigeria. Donc, au Nigeria, ce sera sûrement ou c'est déjà probablement possible. C'est déjà le cas aussi au Kenya, où ils ont leur ligne de production et leur centre historique. Donc, au Bénin, pas encore. Ça le sera éventuellement, un peu plus tard.
Après, savoir... c'est ça, le Ouais. prix est quand même assez dissuasif. Donc, encore une fois, ça dépend. Mais c'est vrai que dans les zones très rurales comme ça, il y a deux barrières. Il y a le barrière du prix et le barrière de la disponibilité. Parce qu'en fait, voilà, on peut pas trouver ce stove dans le grand public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même une grosse barrière de prix parce que le prix est assez prohibitif par rapport à la population, son revenu moyen. Et donc, on est sur un prix public, mais là, encore, nous, on est sur des achats en quantité importante, mais ça coûte à peu près $35, donc 30 € à peu près un four comme ça. Pour nous, c'est pas beaucoup, mais bon, pour des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est beaucoup. Voilà. Bien sûr. Merci. Une dernière question, combien ça pèse ce four? Juste après, on passera au... Eh bien, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête. De mémoire, c'est entre 5 et 7 kilos, donc facilement portable. Et donc, surtout, en fait, le design est vraiment pensé pour avoir un centre de gravité assez bas pour éviter justement les renversements dont on parlait un petit peu plus tôt. Ok, super, merci. Vous êtes OK pour qu'on passe à la slide d'après? On a passé pas mal de temps sur les risques, c'est vraiment fondamental. Hein. Vous savez que chez Nerfix, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On en parle toujours beaucoup. Alors, on pourrait se dire que c'est contre-productif, mais moi, je suis persuadée qu'au contraire, ça permet de comprendre que ça a été analysé et que voilà, les décisions sont prises en connaissance de cause. En termes de fiscalité, je vous disais tout à l'heure que les 9,5% étaient bruts. Si vous êtes résident fiscal français, vous serez prélevé à la source de 30%. Dans ces 30%, vous avez à la part de prélèvements sociaux, 17,2%. Et vous avez également le prélèvement forfaitaire libératoire, c'est-à-dire la partie impôt sur le revenu, qui est à 12,8%. Alors, il se trouve que tout est automatisé, donc ça se fait, vous êtes prélevé à la source, et que si vous touchez les intérêts quand vous toucherez vos intérêts en 2025, vous serez prélevé à la source. Sur votre feuille de revenus de 2026, ça apparaîtra. Si vous êtes imposé à moins de 12,8%, l'État vous remboursera le trop perçu. Et si vous êtes imposé à plus de 12,8%, vous ne serez pas imposé à plus. Donc, c'est un maximum 30%. Mais ça peut être moins. Imaginons que vous n'êtes pas imposable, vous ne payez que, entre guillemets, 17,2% d'impôt. D'accord? Donc, ça, c'est un impôt qui se fait à la source. Il est possible, dans certains cas, en fonction de vos revenus, de demander à ne pas avoir ce prélèvement à la source, histoire de ne pas faire crédit aux impôts. Hein. Si vous n'êtes pas imposable, par exemple, c'est dommage de leur filer 12,8% pendant un an. Donc, dans certains cas de revenus, vous pouvez demander à une dispense de prélèvement à la source. Ça se fait automatiquement sur notre site internet, sur votre livret. Et si vous êtes imposé à l'étranger, vous n'allez pas être prélevé de ces 30%, vous allez toucher les intérêts bruts et c'est à votre charge de les déclarer à vos impôts. Je ne peux pas vous dire quel est votre taux d'imposition parce que là, ça dépend des pays, évidemment. Voilà. Donc ça se fait automatiquement. Et ensuite, comment ça se passe? Alors, c'est la partie, les impôts passent jamais très fun, mais c'est important quand même de le dire que c'est pas 9,5% brut total dans votre poche. Vous avez quand même une partie de prélèvement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais essayer de pas prendre trop de temps, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ne nous connaissent pas. Comment ça se passe? Quand vous êtes sur notre site internet, alors c'est plutôt enerfi.eu, vous allez pouvoir vous créer un compte. La création de ce compte, elle prend quelques minutes. Franchement, c'est pas la partie la plus fun. Hein. On est d'accord, c'est assez casse-pied. On est régulé par l'autorité des marchés financiers. On a un agrément européen et pour ça, pour vous protéger, on a tout un questionnaire, donc des questions à vous poser pour connaître votre profil investisseur. Franchement, c'est pas fun. C'est même assez intrusif à certains moments. C'est très désagréable. Mais on n'a pas le choix, c'est la loi, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, il vous faut répondre à ce questionnaire, oui, non, machin, ça va assez vite, mais quand même, il faut qu'on connaisse votre niveau de revenu, qu'on connaisse votre épargne, voilà. Tout ça, c'est extrêmement sécurisé, hein, ça reste entre nous, ce sont des informations qui ne sont pas vendues, c'est pas du tout l'état d'esprit d'Enerflip, mais c'est important que vous ayez conscience qu'on vous pose la question et que c'est casse-pied. Et ensuite, on va vérifier votre identité. Vous allez nous fournir un passeport ou une carte d'identité.
un titre de séjour. Et grâce à ça, on va vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, si vous y êtes, ne vous inscrivez pas. Vous ne pourrez pas investir. Si vous n'y êtes pas, allez-y. On vous demande juste cette pièce d'identité-là. Là aussi, on n'en fait rien d'autre que ça. Hein. C'est vraiment très protégé. Et puis, dans certains cas, on va vous demander de justifier votre résidence. Si là, pour ce projet-là, ce n'est pas la peine, mais certains projets sont réservés géographiquement. Et donc, il faudra le faire. Une fois que vous avez fait ça, ça prend franchement 5 minutes, peut-être 10 si vous allez doucement, mais pas plus. Vous pouvez investir. Et dans ces cas-là, à partir de la semaine prochaine, puisque la collecte est en ligne, mais elle n'est pas encore ouverte, à partir de la semaine prochaine, vous pouvez vous rendre sur la collecte de BISAP et cliquer sur investir. Donc avant, vous allez pouvoir lire toute la page projet, lire notre analyse dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi lire la documentation juridique qui est dans lequel il y a tous les tableaux, etc. Donc si vous êtes un expert comme Eliud, financier, machin truc, vous pouvez tout regarder et vous faire votre propre idée. Moi, personnellement, je préfère lire l'analyse, elle est beaucoup plus à mon niveau. Voilà, ça va être plus des mots et moins de chiffres. Moi, j'ai besoin de mots. Voilà, donc vous pouvez lire tout ça. Et une fois que vous avez tout lu et que vous vous êtes fait votre avis, vous allez pouvoir cliquer sur « Investir » et choisir le montant de votre investissement. C'est à partir de 10 €. Il n'y a pas de frais, hein, donc l'ensemble de votre investissement va sur le projet. Et vous allez pouvoir payer par carte bleue ou par virement. Vous avez réservé, vous signez votre bulletin de souscription. Tout ça, ça se fait automatiquement, c'est des clics. Et ensuite, vous pouvez patienter. Une fois que la collecte est complètement remplie, qu'on clôture au moins la première tranche, mais peut-être voilà, la totalité, c'est à partir de là que les intérêts commencent à courir. Voilà. Donc, vous aurez un certificat de souscription qui vous dit à quelle date commencent les intérêts. J'espère que j'ai été claire pour les nouveaux. Sinon, vous pouvez nous appeler. C'est super, la transition parfaite aussi. On a un service client. Alors, c'est des personnes de la relation investisseur qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Ça peut être par téléphone ou par email. N'hésitez surtout pas à les appeler. Alors, quand vous vous inscrivez, vous avez un conseiller qui est dédié. Alors, ça peut être Valérie, Maëva, Nawel ou Sylvain. Vous allez pouvoir décider échanger avec cette personne et au fil de l'eau, vous allez voir, vous allez la connaître. Et donc, c'est assez sympa parce que ça finit par toujours par « Allô, Valérie, qu'est-ce que je fais là? J'investis dans quel projet? J'ai vu ce truc-là qui sort, ça a l'air bizarre, qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau des risques, on est comment ?» Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter si vous avez des questions d'ici là. Voilà. Et puis, on peut continuer sur les questions si vous en avez d'autres. Et puis, sinon, on peut rapprocher parce que ça fait 1 heure. On est pile dans les clous. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci Eliud pour ton courage parce que Eliud est bien malade. Donc, il a bien réussi à parler. Bravo. Anaïs et Victoria, merci pour ce beau projet. C'est un projet qui est vachement intéressant. On mettra cette vidéo sur la page projet pour que tout le monde y ait accès. Et puis, voilà, on espère que ça a bien répondu à toutes vos questions. Un grand merci à tous et on compte sur vous. Ça marche. À la semaine prochaine alors. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.